Bienvenue dans Perspective, notre podcast hebdomadaire. Je suis Emmanuel Kounouris et aujourd'hui nous allons parler du secteur non marchand, un secteur indispensable à plus d'un titre et qui est politiquement malmené depuis quelques années. Pour en parler, j'ai le plaisir de me trouver face à Émilie Vinsotte. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes co-directrice de l'Agence pour le non marchand qui développe notamment le guide social et monasbl.be. Exactement. Et qu'est-ce qui s'y fait dans cette agence ? Eh bien, notre mission, c'est d'informer, c'est d'accompagner, c'est d'outiller le secteur, notamment avec nos deux plateformes les plus connues, le guide social et monasbl.be, accompagner le secteur non marchand de manière générale. Plutôt le secteur psychomédico-social du côté du guide social et les responsables et porteurs d'ASBL et de projets du côté de monasbl.be. Alors, première question, le secteur marchand, c'est assez large, mais de quoi on parle exactement ? Qui fait partie de ce monde-là ? Oui, alors le secteur non marchand, c'est un vaste concept. En réalité, il est partout. Ça va de la maison de jeunes du quartier, au centre de santé mentale, au festival où vous allez aller cet été, à la maison de repos de vos parents, à la crèche de vos enfants, au service d'aide à domicile. C'est un ensemble très très large d'organisations. Sont des ASBL quasi à 90%, mais il y a aussi des coopératives, des mutuelles, des fondations, et elles ont tout un point commun, en tout cas, elles poursuivent une mission d'intérêt général, sans chercher donc à faire d'abord du profit. Et contrairement à ce qu'on imagine parfois, c'est pas juste un petit monde à côté. Il y a environ 150 000 ASBL en Belgique. C'est un secteur très très vaste et donc aussi très complexe à résumer. Ça va de très grandes structures très professionnelles, prenons un hôpital qui va employer des milliers de personnes, à des plus petites structures avec juste des bénévoles par exemple. Et donc en Belgique, ça va représenter 12% de l'emploi salarié. À Bruxelles, plus de 100 000 emplois. C'est juste énorme. Et comme quelques chiffres, en Belgique, on compte 500 000 administrateurs dans les organes d'administration, plus d'1,5 million de bénévoles. Et l'année du Covid, on a comptabilisé plus de 500 millions de dons. Donc voilà, mais donc la différence c'est on peut les entendre comme des entreprises à profit social parce que l'argent qu'elles génèrent ne va pas directement à des actionnaires, mais il est réinvesti dans les missions de la structure. Et ces missions, elles touchent évidemment souvent des publics fragilisés ou des besoins essentiels. Alors, vous le dites, ça représente une grande partie des emplois, et pourtant ça reste souvent invisible dans le débat économique. Pourquoi ? Je pense d'abord que c'est pas mesuré avec les indicateurs qu'on connaît tous dans le débat, dans l'économie classique. Il n'y a pas de logique de rentabilité aussi, donc c'est moins visible économiquement. Et puis ça fait souvent, c'est un secteur qui va travailler fort sur la prévention. Mais la prévention, on la voit surtout quand elle disparaît. Donc on va pas spécialement pouvoir voir ce que le secteur va éviter en fait. On sait que le secteur traverse une période difficile. Ouais. C'est quoi les principaux problèmes auxquels vous faites face en ce moment ? Je dirais que c'est une accumulation de pression. D'abord, il y a toute une question autour du financement. Beaucoup d'associations dépendent de subsides publics, c'est estimé à plus ou moins à 75% du secteur, même si ça aussi c'est très morcelé. Et aujourd'hui, les financements, ils sont soit incertains, soit en diminution, soit carrément retardés, non indexés. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Que les équipes, elles ne savent pas si elles peuvent continuer à travailler. Il y a des projets qui sont ralentis, parfois même des services qui ferment. Et on l'a vu très récemment avec l'absence de gouvernement à Bruxelles. Pendant plus de 600 jours, c'était des licenciements, des structures très très fragilisées. Au final, c'est les bénéficiaires qui en pâtissent. Ça, c'est au niveau du financement. À ça, on ajoute une complexité administrative de plus en plus lourde. On demande à un porteur d'ASBL, et c'est logique, d'être de plus en plus professionnel, mais sans toujours donner les moyens de le faire. Et donc aujourd'hui, un responsable d'ASBL doit à la fois être juriste, gestionnaire, RH, communicant, gérer son organe d'administration. Donc ce qu'on demande à un entrepreneur classique, mais je dirais avec quelques montagnes russes en plus, donc ça devient très technique. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les réformes. Il y a une grosse réforme législative en 2019, le fameux CSA, qui en fait a accueilli les ASBL dans le même cadre juridique qu'une société. Et donc avec tout ce que ça implique, et pour être très concret, au niveau de la responsabilité par exemple des administrateurs, au niveau des activités commerciales qu'une ASBL peut faire, des comptes à rendre, que ce soit au niveau juridique ou administratif.
Et puis, comme réforme, on a parlé dernièrement de la réforme fiscale, qui est aussi assez mal perçue sur le terrain. Pas parce que c'est un secteur qui refuse d'évoluer, mais c'est souvent qu'on a l'impression qu'on va appliquer des règles qui sont pensées pour les entreprises classiques, alors que le secteur ne fonctionne pas de la même manière. Quand on parle de taxer des véhicules qui en fait sont des outils de travail, quand on veut taxer des plus-values, alors que de toute façon elles auraient été réinvesties dans un projet social. Voilà, donc c'est une période charnière avec beaucoup d'attentes, mais aussi pas mal d'inquiétudes. Je reviens un instant sur l'absence de gouvernement bruxellois pendant une longue période. Est-ce que ça a vraiment eu un impact concret sur le secteur ? Ça a eu un impact super concret sur le secteur. Ça a été une grosse période de doute, d'inquiétude, sans capitaine à bord, sans vision générale sur où allait le secteur. On en a beaucoup parlé sur monasbl.be, on a reçu des dizaines de témoignages l'été dernier, avec des ASBL qui fermaient, des ASBL qui étaient inquiètes, des ASBL qui devaient licencier, voire même créer des C4 pour peut-être les déchirer au cas où les subventions tombaient. Donc ça a été très complexe. Pour donner un cas concret, il y a eu à Bruxelles un projet qui s'appelle le projet Lama, avec des équipes mobiles dont on a entendu parler dernièrement dans les infos comme Cover ou Sublink. En fait, ce sont des équipes qui vont directement dans la rue, dans les squats, dans le métro, pour accompagner des personnes en grande précarité et qui ont des problèmes de santé mentale, d'addiction, d'absence de logement. Ils ont dû fermer il y a quelques mois. Tous ces gens, on parle de 3000 accompagnants par an, se retrouvaient dans les rues. Donc on peut imaginer l'effet que ça a sur le reste de la ville. Tout ça a été fermé pendant plusieurs mois. Je lisais pas plus tard que la semaine dernière que heureusement ce projet allait réouvrir grâce au fait qu'il y ait un gouvernement. Et puis le nouveau ministre Ahmed Laouedj en a fait une de ses priorités. Mais il faut imaginer l'effet yo-yo que ça a, et sur les bénéficiaires, mais aussi sur les équipes qui travaillent, sur ces gens qui doivent gérer l'ASBL de manière générale. C'est épuisant. On comprend, c'est assez dur, mais est-ce que le secteur il est encore attractif aujourd'hui ? L'attractivité, je pense que oui, je l'espère en tout cas. Je pense que le secteur il attire toujours parce qu'il y a énormément de sens, évidemment. Les gens ils ont envie de s'engager. Mais en parallèle, il y a une vraie difficulté à recruter quand même, et puis surtout à garder les équipes. Parce que entre le financement de salaire pas suffisamment pérenne, la pénibilité du métier, le manque de stabilité, parfois des conditions salariales moins attractives, on sent une fatigue du secteur. Et très clairement, le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement à Bruxelles, ça a fait fuir certains talents aussi. Alors que ces dernières années, on voyait beaucoup de talents du privé, entre guillemets, ou du marchand, arriver vers leur secteur non marchand. Et donc le problème aujourd'hui, c'est pas seulement de recruter, c'est aussi de garder. Après, c'est quand même important de le dire, il y a quelque chose de très fort dans ce secteur, c'est sa créativité, c'est sa résilience, c'est sa capacité d'adaptation. Et je pense que c'est assez paradoxal parce que c'est un secteur qui reste extrêmement vivant, engagé, porteur de solutions. Et il y a de plus en plus de gens qui ont envie de s'engager de ce côté-là, en tout cas. Donc je pense qu'il est encore attractif, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je parlais du futur, justement. Le gouvernement dit vouloir moderniser le secteur. Vous la voyez comment, cette modernisation ? Je pense qu'il faut être honnête, il y a une volonté de modernisation, oui, c'est nécessaire. Le secteur, il évolue, il faut qu'il se professionnalise. Nous, on en a fait notre mission principale, on y croit beaucoup. Il faut plus de transparence, une meilleure évaluation des politiques publiques, parce que ce sont aussi des investissements publics. Ce sont des avancées importantes, mais là où ça coince, c'est dans la manière dont cette modernisation, je pense, est pensée et appliquée. Parce qu'on a parfois le sentiment qu'elle va se faire avec des outils ou des logiques du secteur, conçus pour le secteur marchand, sans tenir compte de la spécificité des ASBL. Et alors à ça, on ajoute une couche de croyances, de clichés qui vont vraiment pas faire avancer les choses et vont souvent jeter le bébé avec l'eau du bain. À ça, on ajoute une couche de complexité avec la création de groupes de travail, de concertation, je ne sais pas trop quoi. On leur demande 1001 choses alors que ça pourrait être tellement plus simple. Donc oui, je pense que la modernité, oui, mais elle est souvent vue sur le terrain comme une pression supplémentaire. Et donc oui, la modernité, mais en concertation avec le secteur, quoi. C'est une erreur pour vous d'assimiler le secteur non marchand au secteur marchand au niveau des contraintes ? C'est beaucoup plus complexe que ça, mais clairement, il y a des différences qui sont énormes.
qui est ce qu'on fait, là où on met le curseur en termes de profit et d'activité commerciale. Et donc il y a énormément de spécificités qui ne seront que adaptées au secteur non marchand, et ça je pense qu'elles doivent être prises en tant que telles. Un exemple, par exemple, il y a des règles qui ont été établies qui sont aussi dangereuses pour l'engagement de manière générale. Un administrateur, donc on compte 500 000 administrateurs en Belgique. Une ASBL doit être composée d'un organe d'administration. Ces administrateurs, aujourd'hui, ils ont une responsabilité privée qui est engagée à partir du moment où ils s'engagent eux-mêmes. Alors, il y a des assurances qui existent, etc., mais ça freine quand même fort l'engagement de base. Je suis dans l'organe d'administration d'une ASBL. Je peux vous dire que j'y ai pensé à 2 fois. Je me suis bien renseignée avant. Alors c'est très important parce qu'il ne faut pas... C'était surtout pour éviter un peu les hommes de paille qui sont dans les organes d'administration. Mais derrière ça, cette structure, sous peine de standardisation ou de modernisation, elle reste dangereuse pour le secteur. C'est toujours ceux qui commettent des abus, finalement, qui créent des contraintes pour tout le monde, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ce que le secteur espère pour la suite, pour le futur ? Ce qu'il espère pour le futur, ça c'est très très large. Et je pense que on l'a vu dans les manifestations ces dernières semaines dans les rues de Bruxelles. On le voit avec les inquiétudes avec le nouveau gouvernement, qui soit à toutes les sauces, enfin à toutes les couches de la lasagne belge. Le secteur, il demande une reconnaissance, il demande des meilleures conditions de travail. Il demande une meilleure revalorisation du travail de manière générale. De ce que nous, on peut voir, je dirais qu'il manque aussi de revalorisation. Et c'est là que, en tout cas, on en fait notre métier au quotidien. Ce secteur non marchand doit être revalorisé et pensé avant tout comme un investissement et pas comme une dépense. C'est encore utile aujourd'hui de s'impliquer dans le non marchand ? C'est utile, c'est indispensable même. Et c'est super important. Je pense qu'on vit dans une époque qui est en train de devenir tellement polarisée, avec d'un côté ceux qui s'engagent, qui agissent, et puis de l'autre côté les personnes qui décrochent, qui nous font penser que la peur de l'autre et le profit avant tout sont plus importants. Évidemment, c'est ces personnes-là qui parlent le plus fort, alors qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'agir. Et je pense que c'est indispensable de se mettre de ce côté-là de la société, quoi. Il y a encore beaucoup de clichés à déconstruire. Comme je le disais, le secteur associatif est souvent mal compris ou mal valorisé. Et il faut absolument qu'on puisse se mettre du côté des gens qui agissent. Je pense que l'action qu'on peut faire pour changer un tout petit peu quelque chose dans ce monde, en fait, il commence au niveau local, il commence au niveau citoyen. Et donc, il ne faut pas spécialement, absolument rentrer dans le secteur associatif pour changer les choses. C'est notre responsabilité, en fait. Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, je pense que le secteur non marchand va devoir essuyer les plâtres d'une société ultra fragile qui fera énormément de dégâts. Et donc pour retisser le lien social, pour réamener la cohésion sociale, on va avoir besoin des associations. Elles vont recoller les morceaux de toutes les crises, qu'elles soient sociales, écologiques, numériques, à tout niveau. Le tissu associatif est indispensable. Eh bien merci, voilà ce qui nous amène à la fin de ce podcast. Merci Émilie Vinsotte de nous avoir éclairé sur un secteur qui est quand même peu connu. Et quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir Émilie. Au revoir, merci. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.